Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis en Guinée-Bissau. Le pays célèbre le 50e anniversaire de son indépendance et la création de l'armée 1973-2023. Un événement auquel a participé le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, a représenté le président Alassane Ouattara à Bissau. Après les élections locales et les sénatoriales, le RHDP fait le point. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ouvre des réflexions. Un séminaire de 3 jours a démarré aujourd'hui. Les participants vont travailler sur les nouveaux défis. Un séminaire en présence du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kone Kafana. Le ministre de la Sécurité est à Paris pour le 23e salon du Milipol, un cadre professionnel consacré à la sécurité intérieure des États. Vagondos Diomandé a visité plusieurs salons et rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Et il s'imprègne des avancées technologiques pour avoir une idée des besoins de la Côte d'Ivoire. Prêt à usure au margouillat, le mal-être des fonctionnaires, une pratique interdite en Côte d'Ivoire, mais le phénomène fait 72 000 victimes, essentiellement des fonctionnaires, selon l'ONG EFAD. Le reportage du service des grandes enquêtes à suivre dans ce journal. Le vice-président de la République a assisté hier à la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et des forces armées du pays. Tiemoko Melia-Kone y a représenté le président Alassane Ouattara, une occasion de réaffirmer les bonnes relations de coopération entre les deux pays. Awa Touré. La double cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et des forces armées nationales, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, ont effectué le déplacement. Le peuple bissau-guinéen et son président, le général Umaro Sissoco Embalo, ont décidé de célébrer ces deux moments forts de leur histoire. Dans son allocution, le président Umaro Sissoco Embalo a rendu un vibrant hommage à toutes les personnalités qui ont contribué à l'avènement de l'indépendance du pays, avec une mention spéciale à Amilcar Cabral, héros de la lutte émancipatrice. Après avoir évoqué les péripéties de cette lutte et les différentes évolutions du pays sur la voie du progrès et de la démocratie, le chef de l'État bissau-guinéen a remercié tous les partenaires et organismes internationaux qui ont accompagné et soutenu le pays dans son cheminement. Il a par ailleurs salué les efforts conjugués des dirigeants de l'armée et des forces vives qui ont permis à la Guinée-Bissau de retrouver sa place dans le concert des nations. Un autre temps fort de cette célébration, le défilé des différentes composantes socio-économiques du pays et de l'armée. Au terme de cette double célébration, le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. En politique, c'est l'heure du bilan. Après les élections locales et les sénatoriales, le RHDP ouvre les réflexions. Un séminaire de 3 jours a démarré. Les participants travaillent sur les nouveaux défis du parti. Un séminaire en présence du haut représentant du chef de l'État. Des détails avec Éric Goré. Les militants du RHDP déterminés à rendre le parti plus fort. Après la victoire aux élections locales et sénatoriales, le parti fait sa mue. Un diagnostic profond qui va redynamiser le parti des oufouettistes est en cours. Ce séminaire de 3 jours va permettre aux oufouettistes de travailler sur des insuffisances et se projeter dans l'avenir avec des perspectives plus concrètes qui mettent au cœur l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Tour à tour, des personnalités de ce parti se sont exprimés, saluant cette initiative. Je tiens à saluer la diversité des personnalités ici présentes, représentant les différentes strates et instances de notre parti. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers les valeurs du RHDP et de votre volonté de contribuer activement à notre projet commun. Il me semble primordial que nous redéfinissions un bail nouveau qui soit cimenté par une discipline librement assumée et par le partage d'idéaux profonds qui renforcent la solidarité et la fraternité en notre sein.
Le président du directoire du parti et haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kone-Kafana, situe le contexte. Est-ce que nous avons été conformes à l'esprit que souhaite le parti, à savoir la discipline du parti? Volet extrêmement important pour un grand parti comme le RHDP. Ce séminaire me paraît particulièrement important. Le président du parti, le président Alassane Ouattara, attend de vous un examen critique. Le bilan, les perspectives, le fonctionnement, la vie du parti sont des points clés débattus au cours de cet atelier. Et allons maintenant à Paris, en France. Le ministre de la Sécurité est dans la capitale française pour le salon consacré à la sécurité intérieure des États. Vagondo Diomandé a rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Il s'imprègne des avancées technologiques. On le voit avec Issa Tionayo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en visite au 23e salon du Millipol à Paris, en France. Vagondo Diomandé sillonne plusieurs salons et participe à des rencontres B2B avec des professionnels du secteur de la sécurité. Il ne cache pas sa satisfaction quant à la participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial sur la sécurité et la sécurité des pays. Nous devons voir une proposition très intéressante qui consiste à surveiller les frontières de façon efficace. C'est des solutions dont nos pays ont besoin. Mais au point où on est arrivé aujourd'hui en termes de technologie, une fois que nous aurons acquis cette technologie-là, beaucoup de problèmes sur nos frontières vont s'en retrouver résolus avec une grande efficacité, mais surtout avec une rapidité que nous recherchons toujours. En dehors de cela, la sécurité publique de chaque instant, aujourd'hui, connaît en termes de technologie une avancée très notable. Dans le cas des enquêtes, dans le cas de la gestion d'une crise, dans le cas de la gestion d'un événement important, nous nous sommes rendus compte que les réflexions ont été menées et aujourd'hui il y a des solutions qui facilitent toutes ces enquêtes, toute la gestion des grands événements et qui vous montrent en temps réel ce qui se passe autour du point central où se déroule l'événement. Cette visite est aussi l'occasion pour lui de dévoiler le type d'équipement dont a besoin le pays. L'essentiel ici, c'est qu'il fasse bon vivre en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui fréquentent notre pays se sentent en sécurité, mais soient effectivement en sécurité. L'événement que nous avons aujourd'hui en ligne de mire, c'est la CAN qui vient en janvier. Toute notre attention est portée sur cet événement, mais au passage, les fêtes de fin d'année vont s'inviter dans les débats. Au total, je peux dire qu'au regard de ce que j'ai vu, nous ne sommes pas aussi mal lotis que ça en Côte d'Ivoire. Il y a des améliorations à apporter que nous avons trouvées ici. Au retour, nous verrons dans quelle mesure acquérir ce qu'il nous faut dans les délais dont on a besoin, mais être en mesure de se projeter pour que la Côte d'Ivoire continue d'être ce pays fréquentable. Le ministre Vagondo Diomandé rassure le monde sportif que toutes les dispositions seront prises afin que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique une CAN exceptionnelle sur le plan de la sécurité. Et après les enjeux sécuritaires, une alliance pour lutter contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la Banque ouest-africaine de développement ont signé un protocole d'accord. Ils vont mutualiser leurs efforts pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion. Un protocole d'accord déjà signé avec les institutions de promotion de la bonne gouvernance du Sénégal et du Togo. Des détails avec Dangui Dangui. Sur les chantiers de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG et la Banque ouest-africaine de développement BOAD scellent une alliance. Cette alliance a pris officiellement forme ce vendredi dans les locaux de la HABG où les deux institutions ont signé un protocole d'accord. Juste avant, la Banque ouest-africaine de développement BOAD, par la voix de son vice-président, a réaffirmé son attachement à la bonne gouvernance.
Ce protocole d'accord a pour objectif de créer les conditions pour une meilleure coopération entre la Banque ouest-africaine de développement et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en vue de prévenir, détecter, enquêter et combattre efficacement la corruption et les infractions assimilées dans ces manifestations transfrontalières. Cette politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption est en phase avec le combat de la HABG qui admet par ailleurs que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée. Cette collaboration avec une banque de l'envergure de la BOAD est un signe fort de notre engagement en faveur de l'éthique et de l'intégrité dans l'environnement des affaires. En travaillant ensemble, nous pouvons mettre en place des systèmes de contrôle et des normes élevées qui garantissent la transparence, la reddition des comptes, l'intégrité et la promotion des pratiques éthiques dans nos transactions. Dans le cadre de sa croisade contre la corruption dans la sous-région, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a déjà signé ce même protocole d'accord avec les institutions de promotion de la bonne gouvernance du Sénégal et du Togo. Yamoussoukro, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était au Sénat. Samson Kambilé a présenté une ratification d'ordonnances relatives aux accidents de la route et une modification portant code de procédure pénale. Il veut donner un coup d'accélérateur au traitement des dossiers en justice. Les sénateurs ont validé les deux textes en commission. On le voit avec Kader Sokodogo. Jean Samson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est un habitué des débats en commission au Sénat. Il y vient régulièrement. Il est présent à nouveau avec un projet de ratification instituant un juge unique pour connaître des délits en matière de police de la circulation et de ceux résultant des accidents de la voie publique. Une modification de la loi portant code de procédure pénale est également à noter. La vision ici est de donner un coup d'accélérateur à de nombreux dossiers judiciaires. Avec la recrudescence des accidents de la circulation, le gouvernement a souhaité voir les juridictions de plus en plus impliquées dans la répression de ces infractions. Et donc, pour aller dans le sens de la célérité, nous avons décidé donc d'instituer un juge unique, c'est-à-dire au lieu que ce soit une juridiction collégiale qui siège pour statuer sur les délits liés aux accidents en matière d'accidents de la circulation ou en matière de circulation, de police de la circulation, ça sera un seul juge. La ratification et la modification telles que présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, sont passées à l'unanimité des sénateurs présents. Et on reste dans la capitale politique. Kader Sokodogo nous emmène voir les travaux de rénovation des lacs de Yamoussoukro. Le ministre de l'Environnement, Jacques Saoré Konan, était sur le terrain pour faire le constat. Doté d'un financement de plus de 4 milliards de francs CFA, ce projet va permettre de restaurer, de surveiller, mobiliser et surtout gérer de manière opérationnelle ces espaces. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. Au lendemain du vote par le Sénat du projet de loi portant Code de l'environnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Saoré Konan, échange avec le comité de pilotage du projet de réhabilitation des lacs de la capitale politique. Après des explications en salle, le terrain. Le projet est géré directement par le Centre ivoirien antipollution CIAPOL. Il concerne 13 lacs à travers Yamoussoukro et consiste à vaincre les végétaux aquatiques, dont la présence est due malheureusement à la pollution causée par l'homme. Le milieu est un milieu fortement anthropisé qui reçoit beaucoup de déchets urbains. Les eaux usées issues des ménages et autres concourent, enrichissent donc ces milieux en éléments nutritifs. Un projet qui tient à cœur au gouvernement. Notre père à tous, Houphouët-Boigny, dans sa vision légendaire, a doté la capitale politique de lacs qui faisait la fierté de Yamoussoukro. On a tous constaté que ces lacs ont perdu leur lustre d'antan parce qu'envahis par des végétaux aquatiques. Et le président Alassane Ouattara, qui est le digne successeur du président Houphouët-Boigny, a décidé de réhabiliter ces lacs. La première phase consiste à enlever ces végétaux
pour donner un lustre nouveau à notre Yamoussoukro. Les lacs de Yamoussoukro, une attraction majeure pour la Coupe d'Afrique des Nations de football à venir. Cette manifestation d'ampleur que la Côte d'Ivoire va abriter à partir de janvier, que la ville de Yamoussoukro affiche fière allure, que ces lacs puissent être visités par toutes les équipes qui viennent pour la CAN ici et qu'elles soient fières du travail qui est fait. Démarré le 28 juillet 2022, le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro est doté d'un financement de plus de 4 milliards de francs CFA. Il va prendre fin le 31 décembre 2023. Et ici à Abidjan, hier, le ministre de l'Enseignement supérieur était à l'amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Comme en cours magistral, le professeur Adama Diawara expliquait la nouvelle loi qui oriente le secteur. Il s'agit entre autres de l'instauration d'une interdépendance entre la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur. Elle vise aussi à renforcer l'autonomie et améliorer la gouvernance. Des détails avec Sephora Zegui. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire sont désormais régies par une loi, la loi relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Cette loi permet donc de corriger les insuffisances de l'ancienne loi, de telle sorte qu'elle établit cette interdépendance entre le couple recherche scientifique, innovation technologique et enseignement supérieur. Et ensuite, elle donne un nouveau statut aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique qui deviennent ce qu'on appelle des EPAST, c'est-à-dire des établissements publics administratifs à caractère scientifique et technologique. Ce qui permet à ces établissements-là d'avoir un peu plus d'autonomie administrative et financière et ça permet également d'améliorer leur gouvernance. Cette loi vient résoudre les problèmes qui se posent avec acuité au sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. La loi, sur le plan de la formation, en tout cas, apporte beaucoup de lisibilité, beaucoup de flexibilité. Les universités peuvent aujourd'hui ouvrir des écoles préparatoires, avoir des institutions universitaires de technologie. Au niveau de la recherche aussi, on voit que le problème épineux du financement est bien réglé, puisqu'aujourd'hui, nous allons pouvoir aller vers les 1% de PIB que nous souhaitons pour pouvoir financer la recherche. La loi baptisée Adama Diawara contribuera à asseoir une autonomie financière aux universités publiques du pays. Chaque université va signer un contrat de performance avec l'État de Côte d'Ivoire. Cela donne des droits, certes, mais cela donne aussi des responsabilités qui sont très importantes qu'il convient de combler, de réussir. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation constituent pour tout pays des leviers du développement économique et social. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, entame donc une tournée de sensibilisation et d'information sur la mise en œuvre de cette loi. Il était face aux différents responsables des structures sous sa tutelle. Un système qui est très concurrentiel. Donc, pour que nous puissions évidemment compétir à l'échelle internationale, il nous faut absolument arriver à améliorer cette autonomie et cette gouvernance. La nouvelle loi va permettre de régler le problème de l'insuffisance du financement de l'enseignement supérieur et celui de l'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités, entre autres. La nouvelle loi réaffirme l'implémentation du système licence-master-doctorat dans notre système d'enseignement supérieur, avec tout ce que cela comporte, la semestrialisation des enseignements, l'organisation des enseignements en unité d'enseignement. Il y a, par exemple, le passage d'un cycle à l'autre qui va se faire par voie de sélection. Par exemple, le passage du cycle 1, c'est-à-dire de la licence 3 au cycle 2, donc au master 1, va se faire par voie de sélection. De la même façon, le passage du cycle 2 au cycle 3, c'est-à-dire du master 2 au doctorat 1, se fera par voie de sélection. La nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation a été promulguée le 22 mai 2023 par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans un autre secteur, l'UNESCO lance le renforcement des compétences des enseignants. Un deuxième projet de formation concerne le marketing digital pour les apprenants. 2 projets phares du ministère de l'Enseignement technique. Le ministre Kofi N'Guessan veut donner les moyens aux formateurs et aux élèves pour réussir l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Chris Diomandé, Jamak Djadji.
300 jeunes et 300 enseignants bénéficieront de projets de formation en entrepreneuriat et en marketing digital pour une durée d'1 an en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'UNESCO au travers de l'Académie mondiale des compétences. Objectif, contribuer au renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. C'est de mettre sur place une masse critique d'enseignants qui pourront aussi inspirer leurs pairs et aussi transformer au niveau des apprenants ses capacités dans le numérique et aussi trouver un emploi. L'ambassade de la République de Corée, partenaire financier, consolide sa coopération avec la Côte d'Ivoire. À l'ère de la 4e révolution technique, la digitalisation est tellement importante et puis je sais très bien que la Côte d'Ivoire met beaucoup d'importance sur la digitalisation. Donc la Corée voudrait accompagner la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse former beaucoup de talents à travers la formation professionnelle. Lorsque les enseignants sont conscients de leurs connaissances et sont préparés à utiliser les technologies nouvelles, l'impact est réel sur les élèves. Au terme de ce projet, on verra l'effet multiplicateur parce que les enseignements seront de très bonne qualité et les apprenants auront la facilité d'utilisation des nouveaux outils, notamment les outils du numérique. 3 établissements du district d'Abidjan, d'Agboville et de Boaké sont les cibles pilotes de ce projet de renforcement des compétences. Et retournons un instant sur ce phénomène. Prêt à usure. Au Margouya, contracter un prêt auprès de personnes qui appliquent des taux d'intérêt élevés pourrait vous entraîner dans un engrenage de dettes. En Côte d'Ivoire, malgré l'interdiction de cette pratique, le phénomène fait tenez-vous bien 72 000 victimes, essentiellement des fonctionnaires, selon l'ONG EFAD. La société civile alors sensibilise les futurs fonctionnaires. Ils ne doivent pas tomber dans ce piège qui les condamne parfois à vie. Vie d'ici, prêt à usure au Margouya, le mal-être des fonctionnaires, un sujet service grandes enquêtes de la rédaction avec Didier Nguessan. Cet instituteur en fonction à Yamoussoukro est tombé dans les mailles des prêteurs à usure en 2013 suite à des problèmes financiers. Le bulletin de salaire a été falsifié. Ma pièce d'identité a été falsifiée. Ils m'ont donné une attestation d'identité falsifiée. Voyez? Donc on m'a fait changer. Beaucoup de papiers ont été falsifiés. Hein. Même la date d'entrée, la fonction publique, tout a été falsifié. Falsification de documents, faux et usage de faux, les Margouya n'ont pas de limite. Sur 9 millions de prêts, j'ai pu avoir 900 000. Ça veut dire le 10e du prêt. Tout ce qui a été débloqué. Il y a eu tellement de déductions que, je n'ai eu que 900 000. La patte du lion revient au faussaire qui a siphonné l'argent sur le compte. Sur les 9 millions, là, il reste beaucoup à payer. Puisque moi-même, je ne peux plus retirer l'argent sur mon compte courant. Le terrain d'exercice par excellence des Margouya est la commune des affaires, le plateau. Nous nous y rendons en caméra discrète en nous faisant passer pour un fonctionnaire en quête de prêt d'urgence. Ici, à la cité financière, siège de la direction de la solde, nous n'avons pas du mal à trouver un prêteur. Ce jeune en t-shirt gris nous propose ses services. Écoutez plutôt. Les 3 derniers relevés de solde. D'accord. Le bulletin de salaire. D'accord. On paye la quantité de 2 000 francs. On va le payer dans la main de crédit. La période de 200 000, la 200 000 francs pour aujourd'hui, je peux avoir même l'argent si je veux. Tu as là, tout à l'heure, moi j'appelle pour ta quantité. Tu t'en dis ta quantité là. On entame les boutiques à l'an aujourd'hui. Après ces échanges, notre profil semble intéresser le prêteur. Il appelle un de ses supérieurs spécialisé selon lui dans la vente d'appareils électroménagers. Ce dernier lui communique un contact qui est chargé à son tour de vérifier notre matricule de fonctionnaire et notre capacité financière auprès de la solde. Vous faire acheter de l'électroménager est un système savamment organisé pour contourner la quantité accessible et vous pousser à l'endettement beaucoup plus que votre capacité financière pourrait le permettre. Plus d'une victime ont été ruinées avec ce système. On devait prélever 24 000 francs sur 3 ans, ce qui était prenable pour moi. Et de 24 000, 23 000, 24 000, on est passé à 83 000.
Bon, ça me paraissait un peu flou, mais comme je m'étais déjà engagé, je me suis dit, bon, on va voir la fin. Et on a tout fait, le bon de la marchandise est sorti parce que ça sort sur un bon. On m'a remis le bon. Finalement, sur 2 800 000 francs CFA de bons de sortie de marchandises, cet enseignant n'aura que 250 000 en espèces et les marchandises ne lui seront jamais livrées. Comme la marchandise est déjà dans le hall de la maison des Côte Ivoiriennes, il faut qu'on dégage. Donc ce que nous allons faire, monsieur, on ne peut pas attendre demain. Et voici une somme de 250 000 comme avance pour que tu sois sûr. D'ici demain matin, je prends le bon et je livre la marchandise et je t'appelle pour le reste de l'argent. Aujourd'hui, l'entreprise mise en cause a fermé, mais d'autres opèrent avec le même procédé. Nous nous sommes procurés des bulletins de salaire de plusieurs victimes. Sur ce bulletin, appartenant à un instituteur, 4 prélèvements en faveur de CK Service. C'est une entreprise d'électroménager. Dans les faits, il s'agit d'une société écran qui a les mêmes pratiques que la première société citée. Le reste à précompter pour les 4 achats, un cumul de plus de 5 800 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 27 mois de salaire net de ce fonctionnaire. Malgré cette dette énorme, cet instituteur est beaucoup mieux loti que ce sous-officier de police à qui il ne reste que 49 000 francs pour vivre une fois tous les prélèvements effectués. Comment peut-on exécuter de telles retenues à la source au point de mettre à mal la quotité cessible? La réglementation en vigueur prescrit que le salaire ne doit pas subir de prélèvement au-delà de la quotité cessible ou saisissable qui représente le tiers du salaire. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, tutelle de la solde, n'a pas donné de suite à notre demande d'interview. Dans ce document reçu auprès des victimes, la solde explique que les prélèvements résultent d'application de décisions de justice, elles-mêmes étant la conséquence de contrats privés entre le fonctionnaire et ses entreprises. L'ONG EFAD comptabilise 72 000 fonctionnaires victimes des magouillards. La société ivoirienne tout entière est gangrénée par ce système. C'est dommage que vraiment on n'en parle pas. Mais sinon, dans les victimes, il y a des sous-préfets, il y a des ambassadeurs, il y a tout le monde dedans. Parce que les victimes ne veulent même pas qu'on sache qu'elles sont victimes de ce système. Il a fallu qu'on amène les gens, on les sensibilise à ce que nous puissions découvrir des victimes du système. En février 2019, ces fictifs fonctionnaires d'alors étaient sensibilisés sur le phénomène. Il est important que nous informons tous les fonctionnaires ou alors les futurs fonctionnaires à ne pas rentrer dans ce système-là. Un gendarme qui est victime d'un usurier, il est toujours en position de corruptibilité. Pour éviter le piège de l'endettement auprès d'usuriers, cet expert propose l'éducation financière des salariés. Vous êtes jeune, vous êtes à la maison, vous avez un boulot. Automatiquement, ce jeune-là va prendre une maison avec les charges qui y vont, le loyer, etc., etc. Or, dès qu'on commence à travailler, on doit d'abord constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est au minimum 3 mois de salaire ou 12 mois de salaire. Après ce fonds d'urgence, maintenant, on peut passer à une deuxième étape, chercher à déménager autre. Lorsqu'on a ce fonds d'urgence, qu'on ne touche pas, et il y a des situations urgentes, on peut automatiquement utiliser cette somme-là pour gérer les urgences. Ça, déjà, ça amortit. Mieux gérer l'argent, cela passe par l'établissement d'un budget personnel, par l'épargne mensuelle et par l'investissement à la bourse. En juillet 2014, l'Assemblée nationale a révisité la loi de 1978 de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Elle a voté la loi interdisant la pratique usuraire. Toute personne qui tombe sous le coup de cette loi sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Les récidivistes encourent un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 15 millions de francs CFA d'amende. Le dossier Elvidi Cyprès à Usuro-Marguya, un sujet de service grandes enquêtes de la rédaction avec Didier Nguessan et ce deuil qui frappe la RTI, le décès de Baba Coulibaly le 27 octobre dernier en France. La dépouille du célèbre animateur Baba Koul est arrivée dans la soirée d'hier jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La dépouille a été accueillie par sa famille, ses amis, ses collaborateurs encore sous le choc face à cette disparition. Khalid Diomandé. La douleur est tout aussi vive
comme à l'annonce de son décès le 27 octobre dernier. En provenance de Paris, la dépouille de Baba Coulibaly alias Baba Cool est arrivée dans la nuit de jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les cœurs en lambeaux, proches, amis et connaissances sont encore sous le choc de sa disparition. Comme pour marquer son attachement et sa reconnaissance à celui qui a fait les beaux jours de la télévision nationale, la RTI, avec à sa tête son directeur général Fousseni Dembélé, est bien présente aux côtés de la famille éplorée. Dans cette douloureuse épreuve, point de discours, mais plutôt des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Baba Cool aura passé plus de 20 ans au service de la RTI, d'abord en tant qu'animateur des émissions Maximum, Podium et Ozo Vacances qui lui ont valu sa renommée. Voici le JT de la première, 5, 4, 3, 2, c'est parti avec Grand Laou. Le grand passionné du micro est ensuite promu chef de département programme de RTI 1 en 2015. Baba Coulibaly aura donné le maximum pour recouvrer la santé, mais la détermination de la grande faucheuse était plus forte. La date de son inhumation sera communiquée ultérieurement par sa famille biologique. Et dans le reste de l'actualité, la Cour de justice de la CEDEAO rejette les recours de Ousmane Sonko. Elle a jugé ce 17 novembre que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits de l'opposant. À Dakar, la Cour suprême du Sénégal a cassé un jugement lui permettant de revenir dans la course à la présidentielle. Son président Ali Siré Ba précise que l'affaire allait être jugée à nouveau. Cette décision ne nous arrange pas, estime maître Babacar Ndiaye, l'un des avocats de Ousmane Sonko. Et puis on termine en sport. La Côte d'Ivoire reçoit les Seychelles ce vendredi au stade Alassane Ouattara des BMP. Un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Les éléphants ne donnent aucun répit aux Pirates de Seychelles. Première période, 4-0. La deuxième période est en cours avec un but de plus. Donc au total 5-0. Pour le moment, le match se poursuit avec ces 3 points certainement sous la trempe. Les éléphants vont s'envoler pour la Gambie. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h ce soir. Le sage nous apprend que celui qui ne tient pas debout ne peut se retrouver dans le cercle des danseurs. Dieu le voulant, on se retrouve demain.